Eh bien, bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous passez un bon été et que vous vous êtes remis de l'annulation des rencontres internationales de jeunes de cette année. Mais n'oubliez pas, on vous attend l'année prochaine en France avec grand plaisir. Donc pour cette fois, ça sera un exposé en ligne, dont l'objectif, en espérant que vous ne décrocherez pas en route, est d'essayer d'interroger à l'heure de la crise du Covid le cours autoritaire suivi par les démocraties parlementaires occidentales et la place de l'extrême droite dans ces évolutions. En d'autres termes, on va se demander comment la crise du Covid joue à la fois un rôle de révélateur et d'accélérateur de ces deux processus intimement liés que sont, d'une part, le renforcement de la dimension autoritaire de nombre de démocraties dites libérales, et d'autre part, la progression continue des courants d'extrême droite dans les dites démocraties. Donc pour ce faire, on va revenir dans un premier temps sur les racines du cours autoritaire actuel, qui précède bien évidemment la crise du Covid, dans la mesure où il est lié à une crise plus fondamentale du système capitaliste, qu'on pourrait qualifier de crise de gouvernance de la bourgeoisie. Ensuite, on essaiera de comprendre dans quelle mesure la gestion de la crise du Covid par les États dits démocratiques est en réalité dans bien des cas une gestion autoritaire, et également dans quelle mesure cette gestion a contribué à renforcer les dynamiques autoritaires. Et enfin, dans un dernier temps, on essaiera de voir comment, dans ce contexte, les courants d'extrême droite tentent de s'affirmer toujours un peu plus et de renforcer leur emprise politique et idéologique, faisant toujours peser davantage la menace de la mise en place de pouvoirs de type fasciste. Donc, sur les racines du cours autoritaire actuel, ce qu'on peut dire, c'est que la poussée autoritaire à laquelle on assiste dans les pays capitalistes développés depuis plus d'une dizaine d'années, une poussée qui se concrétise notamment par le développement spectaculaire, voire l'accession au pouvoir de courants issus de la droite extrême et de l'extrême droite, mais aussi par un renforcement des pratiques autoritaires des démocraties dites libérales. Donc de voir en quoi cette poussée autoritaire résulte en dernière analyse d'une crise de gouvernance globale de la bourgeoisie. J'emploie le terme de crise de gouvernance dans le sens où ce qu'on constate, c'est que la classe capitaliste éprouve des difficultés de plus en plus fortes à proposer des solutions gouvernementales stables. Ce qu'on voit, c'est que les phénomènes classiques d'alternance politique qui étaient le propre des démocraties parlementaires, ces phénomènes sont arrivés dans de nombreux pays à épuisement. Et par ailleurs, les solutions de rechange de la bourgeoisie, dont on a un excellent exemple, nous, en France, avec Emmanuel Macron, qui a été élu président, alors qu'il était inconnu quelques années plus tôt et qu'il n'est issu d'aucune des formations politiques classiques françaises, en quoi ces solutions de rechange ne procurent pas, en réalité, davantage de stabilité. Donc une crise de gouvernance globale dont les racines sont à rechercher du côté de la grande crise économique et financière de 2008-2009, même si, bien évidemment, le phénomène n'est pas né à cette époque. Disons que la crise a accéléré un phénomène qui existait auparavant. Ce phénomène, c'est celui selon lequel les bourgeoisies sont de plus en plus incapables de proposer des solutions à la crise, des solutions qui emporteraient, sinon l'adhésion, du moins le consentement de suffisamment de secteurs de la société. Et donc, la gestion de la crise par les capitalistes, ce qu'on a vu, c'est qu'elle s'est traduite par des attaques toujours plus fortes contre les droits sociaux, par un accroissement des inégalités, par des phénomènes massifs de précarisation et de paupérisation. Tout ça a renforcé le sentiment légitime qu'une minorité de possédants voulait faire payer sa crise à une très grande majorité de la population. Par ailleurs, ces politiques se sont accompagnées, dans de nombreux pays capitalistes développés, d'une accélération de l'entreprise de destruction méthodique des compromis sociaux qui remontaient à l'après-Deuxième Guerre mondiale et aux 30 Glorieuses, les compromis sociaux, qu'il s'agisse de dispositifs concrets, comme les dispositifs de sécurité sociale, ou des structures de cogestion qui associent
les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier, au premier rang desquelles les syndicats. Et donc, au total, c'est un certain équilibre qui a été rompu, qui a précipité la crise de gouvernance. Si on veut prendre un peu de hauteur, on peut ici se référer à Antonio Gramsci, penseur et dirigeant communiste italien du début du XXe siècle, qui expliquait que la domination de la bourgeoisie via l'État moderne ne peut pas être comprise si on ne tient pas compte du fait que les dominants doivent obtenir le consentement de fractions des classes dominées et leur adhésion, à bien des égards, à un ordre qui les maintient pourtant dans une position subalterne. Et c'est dans ce cadre-là que Gramsci a forgé le concept d'hégémonie, entendu comme une forme de domination qui repose, et là je cite Gramsci, promis il n'y aura pas trop de citations, donc une forme de domination qui repose sur la combinaison de la force et du consentement, qui s'équilibre de façon variable, sans que la force l'emporte par trop sur le consentement, voire en cherchant à obtenir que la force apparaisse appuyée sur le consentement de la majorité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Gramsci? C'est que la force et le consentement sont les deux variables essentielles qui permettent de comprendre non seulement la domination qui s'exerce dans l'État moderne, mais aussi les différentes trajectoires étatiques et les différents modes d'exercice du pouvoir dans l'État. Et donc, si l'utilisation de la force est au cœur de l'exercice de la domination bourgeoise, par le moyen institutionnel qu'est l'État. Donc la force est au cœur de la domination, et en dernière analyse, c'est le moyen ultime pour assurer la domination. Ça ne signifie pas qu'on peut résumer l'État à la seule force armée. Parce qu'en réalité, le degré d'utilisation de la force par l'État bourgeois peut être variable. On s'en rend compte dans l'histoire et selon les situations nationales. La force et son utilisation peut être variable, et on doit toujours la penser en relation avec la quête d'hégémonie des classes dominantes. Et donc en réalité, on peut parler d'une relation dialectique entre la force et le consentement. C'est-à-dire que plus le consentement de la population est faible, plus la classe dominante devra se reposer sur l'appareil d'État et sur la force ou la coercition, pour reprendre les termes de Gramsci. Et inversement, plus l'appareil d'État est faible, plus la classe dominante devra rechercher le consentement des dominés. Donc voilà, avec cette idée, on comprend que la période qu'on est en train de vivre, la poussée autoritaire que nous connaissons actuellement, elle est en ce sens l'expression d'une crise d'hégémonie de la bourgeoisie, qui est incapable de bâtir, pour paraphraser Gramsci à nouveau, un bloc social suffisamment large et stable pour que sa gouvernance repose sur le consentement essentiellement et sur les effets dissuasifs des moyens de coercition. On a un déséquilibre qui s'est instauré entre le consentement et la force, et en réalité, de plus en plus, c'est la force qui est utilisée par les classes dominantes parce qu'elles n'arrivent plus à arracher le consentement. Et ce qu'on voit, c'est que les pouvoirs sont mal élus, que leur base sociale se restreint beaucoup, que les cycles politiques, comme on dit, se raccourcissent. Si on pense aux élections à répétition, par exemple dans l'État espagnol, en Israël, en Italie et dans bien d'autres pays, on voit aussi que de plus en plus, il y a un contournement des cadres de la démocratie parlementaire et un recours à des pratiques autoritaires de plus en plus fréquemment. Pourquoi ? Parce que ne pouvant obtenir le consentement des populations qui sont victimes de leur politique violemment antisociale, les gouvernements des démocraties bourgeoises, avec des variations en fonction des contextes nationaux, doivent en réalité faire passer en force leur politique en ayant recours de plus en plus souvent aux moyens de coercition de l'État. Et tout ça confirme en réalité que, contrairement à ce que nous chantent les apologues de la démocratie de marché, en réalité, capitalisme et démocratie ne sont pas intrinsèquement liés. Bien au contraire. Le capitalisme, c'est un système fondamentalement arbitraire et autoritaire.
qui repose sur l'oppression et l'exploitation de la très grande majorité de la population. Et les structures politiques de la démocratie bourgeoise ne résultent pas du capitalisme. Elles résultent de compromis entre les classes qui ont été forgés en fonction des rapports de force et absolument pas d'une quelconque sensibilité démocratique du capital. Et c'est pas nouveau. Et on peut se souvenir ici de ce qu'écrivait Karl Marx donc au 19e, dans les luttes de classe en France. Marx écrivait ce qui suit: la domination bourgeoise en tant qu'émanation et résultat du suffrage universel, en tant qu'expression de la volonté du peuple souverain, voilà le sens de la constitution bourgeoise. Mais à partir du moment où le contenu de ce droit de suffrage et de cette volonté souveraine n'est plus la domination bourgeoise, la Constitution a-t-elle encore un sens? N'est-ce pas le devoir de la bourgeoisie de réglementer le droit de vote de telle façon qu'il veuille le raisonnable, c'est-à-dire sa domination? Donc ce que nous dit Marx là, c'est que les élections, la démocratie parlementaire, la Constitution est tolérée par la bourgeoisie dans la mesure où ça ne va pas en contradiction avec ses intérêts de classe. Et finalement, pour conclure cette première partie sur un peu les racines du cours autoritaire, ce qu'on constate, c'est que dans la mesure où les classes dominantes, la classe capitaliste, n'arrivent plus à faire adhérer des sections suffisantes de la société à ces politiques, en réalité, non seulement elles contournent les cadres démocratiques, elles recherchent de moins en moins une légitimation par le consentement, et elle a recours de plus en plus à la force, à la coercition et à des pratiques autoritaires. Et c'est dans ce cadre-là dans lequel on se situe avant la crise du Covid-19, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de réfléchir, ça sera mon deuxième point, qu'on va essayer de réfléchir sur ce qu'ont été les effets de la crise du Covid sur les structures de gouvernance et sur les politiques de la bourgeoisie, en interrogeant la dimension de l'autoritarisme. Et si on réfléchit sur cette question, ce qu'on peut constater, c'est que loin d'atténuer le cours autoritaire qui précédait la crise a renforcé ce cours autoritaire. Dans la plupart des pays occidentaux, la gestion de la crise, et en fait en réalité on pourrait dire des crises, parce que s'enchevêtrent et se nourrissent crise sociale, crise environnementale, crise sanitaire, crise démocratique. Voilà, donc la gestion de ces crises a été marquée par un caractère fondamentalement autoritaire. Et ça, on peut le voir à plusieurs niveaux. Premier niveau, ce qu'on constate, c'est que dans nombre de pays, les exécutifs, prétextant l'impossibilité de réunir les assemblées, les cadres traditionnels d'exercice de la démocratie parlementaire, ont pris des décisions sans débat public, sans contrôle, souvent dans l'opacité la plus totale. C'est-à-dire que on apprenait les décisions après qu'elles avaient été prises, sans savoir quels étaient les tenants, les aboutissants du débat et de pourquoi cette décision avait été prise. Et on constate même que dans un certain nombre de pays, par exemple la Hongrie, avec le cas de Viktor Orban, les pouvoirs en place se sont accordés les pleins pouvoirs, c'est-à-dire la possibilité de prendre un certain nombre de décisions de manière totalement autoritaire, sans que cela puisse être contesté par les voies démocratiques traditionnelles. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau qui va avec, ce qu'on constate, c'est que les populations n'ont aucunement été associées non seulement aux décisions, mais aussi plus largement à la prise en charge de la lutte contre la pandémie. Ça, c'est particulièrement vrai dans les pays capitalistes développés occidentaux. Si on regarde du côté de l'Asie du Sud-Est, les choses étaient un peu différentes, mais là, je me concentre essentiellement sur les pays capitalistes développés occidentaux. Donc, les populations n'ont pas été associées, c'est-à-dire que globalement, ce qui s'est passé, c'est que les ordres ou les consignes, souvent inefficaces, parfois contradictoires, venaient d'en haut.
C'est-à-dire il n'y avait pas de volonté d'associer à la discussion les populations. Et ça venait d'en haut avec des tonalités paternalistes qui sont typiques des pouvoirs autoritaires, qui prétendent imposer au peuple, qui est un peu un éternel enfant, à qui on doit imposer ce qui est bon pour lui, parce qu'il est trop stupide pour comprendre. Donc c'est un deuxième niveau dans la gestion de la crise où on voit que on a des procédés qui sont typiques de la gestion autoritaire. Troisième élément, dans de nombreux pays, à défaut de masque, c'est la matraque qui a été brandie. C'est-à-dire que on a vu se multiplier les amendes pour non-respect du confinement dans les lieux où il y avait confinement, avec parfois même des peines de prison pour les gens qui ne respectaient pas certaines consignes sanitaires. On a vu la multiplication des contrôles et des violences de la part de la police, voire de l'armée. Et on a vu aussi des limitations drastiques des possibilités de critiquer le gouvernement et ses politiques. Et pour prendre un exemple en France, on a quand même vu dans la ville de Toulouse un groupe de jeunes qui a été convoqué par la police et mis en garde à vue parce qu'ils avaient affiché une banderole devant leur appartement, leur logement, sur laquelle était écrite Macronavirus, à quand la fin? Voilà, donc un jeu de mots sur Macron et coronavirus. Ça leur a valu une convocation au commissariat, une garde à vue. Donc quand on dit limitation des possibilités de critiquer le gouvernement, c'est pas juste une idée en l'air. Et quatrième dimension de cette gestion autoritaire, c'est qu'on a vu dans de nombreux pays, et là je pense notamment à la France et à l'Italie, on a vu des phénomènes de délation de masse qui étaient implicitement ou explicitement encouragés par l'État, c'est-à-dire des gens qui prévenaient les autorités, appelaient la police, etc., pour dire mon voisin ne respecte pas le confinement, ces jeunes se sont réunis ou se réunissent à trop nombreux en bas de l'immeuble, etc., etc. Donc un phénomène de surveillance, d'autosurveillance entre guillemets dans la population et de délation, qui, je dis, a été implicitement ou explicitement encouragé par l'État, mais on doit le noter, ces phénomènes de délation n'ont pas toujours eu besoin des encouragements de l'État. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui l'ont fait de manière spontanée. Ce qui en dit malheureusement long sur l'environnement idéologique global qui en réalité, sans que le gouvernement ou les autorités le demandent, a parfois suffi à ce que la délation se répande. Donc, différents éléments qu'on vient de voir qui permettent de parler des dimensions autoritaires de la gestion de la crise. Et on doit faire un focus particulier sur les questions de surveillance et de télésurveillance, de surveillance de manière globale, et en réalité de l'opportunité qu'a représenté dans le domaine de la surveillance pour les classes dominantes la crise du Covid. Alors je dis opportunité, il s'agit évidemment pas de verser dans le complotisme, comme le font malheureusement certains, on y reviendra tout à l'heure, ce complotisme qui voudrait que les classes dominantes aient provoqué, voire organisé la crise du Covid dans le seul but de légitimer leurs politiques les plus extrêmes. Non, il n'y a pas de complot qui a organisé la crise du Covid, mais par contre, il y a un opportunisme des classes dominantes durant cette crise, et force est de reconnaître que la crise actuelle représente une formidable opportunité pour la bourgeoisie et son personnel politique, celle de faire adopter des mesures antisociales, l'augmentation du temps de travail, des baisses de salaire, des restrictions des droits démocratiques, etc., au nom d'une situation exceptionnelle, évidemment, en les accompagnant, ces mesures antisociales, lorsqu'elles sont trop impopulaires, de la promesse qu'elles seront temporaires, mais en réalité avec l'objectif inavoué de les rendre durables. Et dans le domaine de la surveillance, ce dont on se rend compte, c'est que la crise du Covid a représenté et représente toujours une opportunité
pour la normalisation du phénomène de l'extension du contrôle matériel et symbolique de l'espace public. Ça se manifeste de plusieurs façons. C'est les attestations de sortie sous peine d'amende, la division de l'espace en zone autorisée et en zone interdite, la présence policière et militaire accrue, banalisée, etc., etc. Et toute proportion gardée, mais le parallèle a un intérêt. Les mois que nous venons de vivre dans pas mal de pays font penser aux travaux de l'intellectuel français Michel Foucault, qui, dans un ouvrage qui s'appelle « Surveiller et punir », qui a été publié en 1975, a étudié la façon dont les épidémies de peste étaient gérées par les pouvoirs publics. Et la conclusion qu'il en tirait, je cite, est la suivante. La ville pestiférée, toute traversée de hiérarchie, de surveillance, de regard, d'écriture, la ville immobilisée dans le fonctionnement d'un pouvoir extensif qui porte de façon distincte sur tous les corps individuels, c'est l'utopie de la cité parfaitement gouvernée. La peste, c'est l'épreuve au cours de laquelle on peut définir idéalement l'exercice du pouvoir disciplinaire. Et pour finir, il dit, pour faire fonctionner, selon la pure théorie, les droits et les lois, les juristes se mettaient imaginairement dans l'état de nature. Pour voir fonctionner les disciplines parfaites, les gouvernants rêvaient de l'état de peste. Donc ce que nous dit Foucault, c'est que en réalité, la ville pestiférée, c'est-à-dire la ville dans laquelle l'épidémie de peste se répand, et les mesures qui sont prises pour lutter contre l'épidémie jouaient déjà à l'époque, donc on est plusieurs siècles en arrière, la peste, jouait déjà un rôle d'expérimentation pour les classes dominantes, puisque ça devenait un lieu dans lequel on pouvait utiliser des pratiques, tester un certain nombre de choses pour contrôler les corps, pour contrôler les populations, et que c'était quasiment une expérience de pur contrôle, de discipline parfaite, qui servait ensuite à parfaire les mécanismes de discipline des sociétés dans des situations où il n'y avait plus la peste. Et ce qu'on a vu avec l'épidémie de Covid, alors évidemment c'était pas la peste, on en était assez loin, mais ce qu'on a vu avec l'épidémie de Covid, c'est qu'un certain nombre de techniques de surveillance ont été expérimentées en partant du principe qu'elles seraient tolérées par les populations dans la mesure où la situation sanitaire était exceptionnelle, mais avec des arrière-pensées de la part de ceux qui les ont mises en œuvre, qui étaient soit de les pérenniser, soit de les améliorer en fonction des résultats que ces tests grandeur nature pouvaient produire. Et là, en fait, on pense aussi à Naomi Klein, donc l'essayiste canadienne, qui en 2007 avait écrit un livre qui s'appelle la stratégie du choc. La stratégie du choc, qu'est-ce que c'est ? Elle en reparlait dans un livre qu'elle a publié plus récemment, qui s'appelle Dire non ne suffit plus. Donc ce que dit Naomi Klein, c'est que, là je cite encore, une stratégie du choc, c'est un ensemble de tactiques brutales qui visent à tirer systématiquement parti du désarroi d'une population à la suite d'un choc collectif, pour faire passer en force des mesures extrémistes en faveur des grandes corporations, mesures souvent qualifiées de thérapie de choc. Et nul doute que la crise du Covid-19 représente en réalité un exemple particulièrement spectaculaire de cette stratégie du choc dont parle Naomi Klein, c'est-à-dire de ce processus par lequel les classes dominantes tentent d'imposer brutalement leur vue en s'appuyant sur les effets de sidération collective propres à toute crise d'ampleur. On le voit dans le domaine de la surveillance et du contrôle de l'espace public. Mais on aurait pu le décliner dans d'autres domaines. Et on aurait vu qu'il y a toujours cette constance, profiter du désarroi et de la torpeur pour faire passer des mesures présentées comme exceptionnelles dans le but de les pérenniser.
Et en l'occurrence, la similitude avec les diverses mesures antiterroristes qui ont été prises après des attentats dans divers pays occidentaux, que ce soit le Patriot Act aux États-Unis, que ce soit l'état d'urgence en France, des mesures qui ont été prises au nom de l'urgence, sont devenues petit à petit la norme. Et là, on a une similitude frappante avec ce qui s'est passé, ce qui se passe autour de l'épidémie de Covid. Et tout ça participe en réalité d'un renforcement des logiques et des tendances autoritaires et dans la gestion politique de la crise du Covid, comme on l'a vu, et aussi dans l'expérimentation et la pérennisation d'un certain nombre de dispositifs dont l'objectif est le contrôle et donc fondamentalement la coercition et absolument pas, pour reprendre la distinction de tout à l'heure, le consentement. Et c'est dans ce cadre général-là, donc de développement d'un cours autoritaire et de renforcement des logiques autoritaires dans le cadre de la crise du Covid, qu'on peut se poser la question de l'extrême droite, ou plutôt des extrêmes droites, tant cette famille politique présente différents visages. Donc, finalement, pour penser ces extrêmes droites et leur rapport au cours autoritaire et ce qui s'est passé autour de la crise du Covid, il faut penser les évolutions politiques de ces 10 dernières années et les effets de la crise du Covid. Et en fait, les évolutions politiques de ces 10 dernières années, ce qu'elles montrent, c'est à quel point le cours autoritaire est un cadre idéal pour le développement des courants d'extrême droite. Ces courants profitent plus globalement de la crise sociale et dans le même mouvement de la crise d'hégémonie de la bourgeoisie et donc de l'affaiblissement de la représentation politique traditionnelle. Mais il ne fait guère de doute que le cours autoritaire favorise grandement l'extension des courants d'extrême droite, lesquels, en retour, comme on va le voir, renforcent le cours autoritaire. Et l'extension de l'extrême droite et le cours autoritaire sont deux phénomènes qui sont intrinsèquement liés. Et ce, à deux niveaux. Plus les partis traditionnels de la bourgeoisie adoptent des politiques et des mesures autoritaires, plus ils légitiment les thèses des extrêmes droites, qui sont partisanes d'un État fort, qui sont hostiles à de nombreuses libertés démocratiques, qui sont des soutiens inconditionnels de la police, etc. Et ces politiques mises en œuvre par les gouvernements composés de partis traditionnels de la bourgeoisie sont d'ailleurs bien souvent directement reprises des programmes des extrêmes droites, qui voient toujours davantage leurs idées gouvernées, quand bien même elles occuperaient pas directement des positions de pouvoir. Donc ça, c'est, on peut dire, le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est que dans le même temps, plus les courants d'extrême droite se développent et s'approchent des portes du pouvoir, et plus les partis traditionnels de la bourgeoisie se sentent obligés, avec des guillemets, de reprendre certaines de leurs propositions, afin de montrer à leur électorat qu'ils ne sont pas moins fermes que leurs concurrents politiques d'extrême droite. Et à ce propos, on peut, ça fait bizarre de le citer, mais voilà, citer Jean-Marie Le Pen, qui est une figure historique de l'extrême droite française, qui aimait à déclarer « Les électeurs préféreront toujours l'original à la copie ». Et à bien des égards, l'histoire récente lui donne raison. Donc on a voilà ce double mouvement, c'est-à-dire plus les partis traditionnels de la bourgeoisie adoptent des mesures autoritaires, plus l'extrême droite se renforce, et plus l'extrême droite se renforce, plus les partis traditionnels de la bourgeoisie mettent en œuvre des politiques autoritaires. Donc, dans le cas spécifique de la crise du Covid, avec ce qu'on a vu sur la gestion autoritaire de cette crise par les gouvernements en place, et avec la tentation de renforcer toujours davantage les mécanismes de contrôle, etc., on peut dire que le renforcement du cours autoritaire continue de faire le jeu des extrêmes droites.
et que donc, par leur politique, au pluriel, les gouvernements des pays capitalistes développés ont contribué ces derniers mois à faire monter les extrêmes droites et à les légitimer. Mais au-delà de ce phénomène, il importe de comprendre de quelle façon la crise du Covid a pu servir de carburant aux extrêmes droites et comment elles ont tenté de se saisir des opportunités offertes par cette crise pour consolider leur emprise idéologique et politique. Et à ce titre, il est frappant de constater à quel point les extrêmes droites, dans leur diversité, ont été capables de recycler très rapidement leurs vieilles obsessions, leurs vieilles propositions, leurs vieux discours, en l'actualisant à la lumière de la crise du Covid. Alors pour commencer, on peut pas ne pas parler de la rhétorique complotiste, alors qui n'est pas le propre de l'extrême droite, mais dans laquelle cette rhétorique complotiste, nombre de courants d'extrême droite, de groupuscules, etc., excellent. Et cette rhétorique complotiste, ce qu'on voit, c'est qu'elle a de nouveau envahi les écrans et les réseaux sociaux à l'occasion de la crise du Covid. Alors on va pas rentrer ici dans le détail de toutes les théories farfelues qui ont pu circuler, genre le virus a été créé par la Chine pour s'en prendre aux États-Unis de Donald Trump, le virus a été créé par Bill Gates pour favoriser l'implantation de puces électroniques sous-cutanées. Tout cela est un grand complot des laboratoires pharmaceutiques, etc., etc. Donc on va pas réfuter ces différentes théories, mais ce qu'on doit observer, c'est que en réalité, ces théories ont été largement relayées par des groupes d'extrême droite, par des personnalités d'extrême droite, par des comptes réseaux sociaux d'extrême droite, par des médias d'extrême droite, même si, il faut le noter aussi, sauf exception, les partis plus institutionnels d'extrême droite qui s'inscrivent dans une dynamique de responsabilisation, car nous on est prêt à occuper le pouvoir, etc. Donc il faut avoir l'air un minimum sérieux, n'ont pas fait de ces théories complotistes un angle d'attaque majeur. N'empêche que ces théories étaient là et qu'on a pu voir des gens dans l'entourage de Donald Trump ou dans d'autres pays occidentaux faire des clins d'œil très appuyés à ces théories complotistes, non pas pour dire qu'elles étaient vraies, mais qu'on avait le droit de se poser quand même un certain nombre de questions, notamment par rapport à la Chine. En fait, c'est surtout sur le terrain de la critique de la mondialisation, ou plutôt du mondialisme, comme ils disent, que les extrêmes droites, dans leur diversité, ont fait feu de tout bois. De quoi s'agit-il? C'est l'idée que finalement, la circulation du virus et l'extension de l'épidémie devenue pandémie serait la confirmation de la nécessité pour chaque nation de maîtriser ses frontières face à un virus qui est forcément venu de l'étranger. Et donc, la responsabilité de la diffusion du virus reposerait sur les épaules de ceux qu'ils appellent les mondialistes et qu'ils opposent aux patriotes. C'est comme ça que les principaux partis d'extrême droite ont affirmé que l'immigration aggravait la crise sanitaire, soit parce que le virus s'était déclaré dans des régions ayant des échanges importants avec la Chine, comme la Lombardie en Italie, soit parce que l'afflux d'immigrants arrivant en Grèce depuis le Moyen-Orient et l'Afrique allait accélérer la propagation du Covid-19. Ce qui, quand on y réfléchit, est complètement stupide, dans la mesure où, au moment où l'extrême droite disait ça, le foyer était plutôt en Europe qu'au Moyen-Orient, mais on comprend bien que ce type de rhétorique ne repose pas sur une base rationnelle, mais sur une logique de stigmatisation et de renforcement d'un discours qui, au prétexte d'une critique de la mondialisation, est en réalité une rhétorique raciste et xénophobe. Mais ce qu'on a vu, c'est que Marine Le Pen en France et le FPE autrichien, par exemple, ont été les premiers à demander des contrôles sanitaires dans les aéroports
y compris pour les voyageurs intra-européens. Et ce qu'on a vu en France, nous, c'est le Rassemblement national qui, dès le début, expliquait que si on avait fermé les frontières comme eux le demandaient depuis des décennies, en réalité, le virus n'aurait pas pénétré le territoire français. Donc, fondamentalement, la rhétorique anti-mondialiste des courants d'extrême droite demeure une rhétorique anti-migrant, anti-immigration, avec derrière cette idée que il faudrait se protéger contre l'étranger, et que en réalité l'étranger serait un facteur de contamination de la communauté nationale. Et là, ce qu'on a vu avec la pandémie de coronavirus, c'est que se mêlait un langage de la maladie et un langage de la communauté nationale qui appuyait particulièrement sur finalement l'étranger vu comme porteur de ce qui allait finalement sinon dissoudre, mais du moins rendre malade la communauté nationale, ce qui fait écho à la rhétorique raciste la plus crasse qu'on connaît dans l'histoire des extrêmes droites. Donc, premier niveau, la critique du mondialisme. Deuxième niveau, du côté de l'extrême droite, dans le discours à l'occasion de la crise du Covid, c'est la reprise du vieux thème du peuple face aux élites. Alors, c'est un discours qui s'articule avec le discours antimondialiste, mais qui ne se confond pas avec lui. L'idée, c'est que les élites mondialisées agiraient de concert contre les peuples, et que leur politique, y compris en temps de crise et alors que ces élites appellent à l'union nationale, serait uniquement destinée à défendre et à maintenir un système en opposition auquel les partis d'extrême droite se définissent. Voilà, les élites défendent leur système contre le peuple. Et il faut comprendre que pour les courants d'extrême droite, il en va de leur crédibilité, pour la plupart de ces partis en tout cas, de s'opposer à ce système, car leur popularité repose souvent essentiellement sur ce positionnement prétendument anti-système, un positionnement qui leur interdit, même en temps de crise, de donner l'impression de soutenir les gouvernements en place, quand bien même ils seraient d'accord avec les politiques qui sont menées. C'est-à-dire, il faut se positionner contre l'union, il faut se positionner contre le système, et donc contre les politiques qui sont menées par le système, puisqu'elles seraient menées contre le peuple. Et c'est comme ça qu'on a pu voir que ce soit Vox dans l'État espagnol, la Lega de Salvini en Italie, le Rassemblement national de Marine Le Pen en France, et je pourrais multiplier les exemples, qui ont fustigé les pouvoirs en place en les accusant d'être des incapables, de mentir au peuple, de travailler pour les lobbies pharmaceutiques, de laisser mourir les petits commerces qui forment souvent une base électorale essentielle pour les extrêmes droites, etc., etc. Donc une tonalité globale très critique, un positionnement hostile aux mesures prises par les gouvernements en place. Et je le dis ici, même si c'est pas l'objet de cet exposé, mais on pourra y revenir éventuellement dans la discussion qui suivra, c'est qu'une partie des constats formulés par l'extrême droite sont malheureusement vrais. C'est-à-dire de dire que les pouvoirs en place ont menti, dire que les pouvoirs en place parfois ont partie liée avec telle ou telle entreprise pharmaceutique, etc., sont des choses qui peuvent être vraies. Mais ce qui ne rend pas utile ou ce qui ne rend pas soutenable les positions évidemment de l'extrême droite, puisque ces discours servent en réalité de prétexte pour proposer des solutions, avec beaucoup de guillemets, racistes, autoritaires, antisociales, et absolument pas pour proposer une alternative réelle qui serait au service de la majorité de la population. Donc voilà, mais c'est le deuxième niveau,
c'est le positionnement anti-système autour du thème du peuple contre les élites. Troisième niveau, dans la rhétorique de l'extrême droite et des extrêmes droites à l'occasion de la crise du Covid, et c'est un niveau qui devrait tout particulièrement attirer notre attention, parce qu'il s'agit d'un phénomène en pleine expansion, et qui en quelque sorte va sur un terrain sur lequel quand on n'est pas attentif, on n'attendait pas forcément l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est ce niveau? C'est la mise en avant de ce qu'on appelle du côté de l'extrême droite le localisme comme solution aux crises à répétition du système capitaliste et à leurs effets dévastateurs. De quoi il s'agit? C'est que en fait de plus en plus de courants d'extrême droite s'emparent de façon opportuniste des préoccupations écologiques pour recycler la vieille thématique du lien entre l'être humain et la Terre. La Terre, pas la planète, la Terre au sens agricole. Donc, le lien entre l'être humain et la Terre. Et en fait, il s'agit de concevoir les populations comme des groupes ethniques essentialisés qui se partagent des territoires qui leur seraient propres. Et donc, en ce sens, cette écologie, avec beaucoup de guillemets, est une écologie des populations qui est régie par un ethno-différentialisme qui s'oppose à ce que on appelle, du côté de l'extrême droite, l'assimilationnisme. En gros, il s'agit de revendiquer un droit à la défense des identités et des cultures des peuples et d'avoir une expression de l'enracinement ethnique dans un territoire. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un environnementalisme localiste contre la mondialisation, qui passe forcément en premier lieu par le contrôle de l'immigration et par la défense d'une civilisation qui serait liée à une terre, et donc on est dans une idéologie des racines, à propos de laquelle certains n'hésitent pas à parler d'écofascisme. Alors il ne s'agit pas d'une écologie d'extrême droite, il faut bien comprendre ça, mais il s'agit là encore d'un opportunisme, même s'il a des racines historiques profondes. En France, on connaît les discours qu'il y a eu par le maréchal Pétain sur la terre, elle ne ment pas, le lien entre l'être humain et la terre, etc. Donc ça vient de loin, mais là on est sur un opportunisme où, face aux dégâts de la mondialisation, ce qu'on dit c'est la solution, c'est les racines. Et donc tout ce qui est mouvement de population, tout ce qui est processus de circulation internationale, etc., sont fondamentalement destructeurs. Et donc, pour le dire de manière un peu simpliste, chacun chez soi, avec ses racines, et tout ira mieux. Il faut pas sous-estimer, j'ai pas le temps de le développer ici, c'est pareil, on pourra y revenir dans la discussion. Il faut pas sous-estimer le fait que il y a une montée de cet écofascisme, même si c'est pas dominant encore dans les extrêmes droites, parce qu'on a aussi dans les extrêmes droites une forme de ce qu'on appelle le carbofascisme, c'est-à-dire toute une idéologie de valorisation de l'extractivisme, le pétrole, etc. Enfin, pensons à Bolsonaro, par exemple. Donc, on a cet écofascisme qui se développe et qui s'est manifesté de manière très visible avec la crise du Covid. Et c'est pas un phénomène anodin. Et il faut se rendre compte que ça devient un élément récurrent du côté des positionnements politiques et de l'idéologie des extrêmes droites. Et on pourra se souvenir là que Brenton Tarrant, qui est le tueur suprémaciste de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui avait tué 51 personnes en mars 2019, il avait écrit un manifeste dans lequel il affirmait entre autres, je cite, que l'environnement est en train d'être détruit par la surpopulation. Et Tarrant continuait en expliquant que l'immigration
les taux de natalité et le réchauffement climatique relevaient d'un même problème, ce qui est assez explicite. Et enfin, quatrième niveau dans les positionnements de l'extrême droite à l'occasion de la crise du Covid, qui permet d'aborder la question des nuances qui ont pu exister entre courants d'extrême droite, parce que là, bon, par commodité et pour la clarté de l'exposé, je peux pas rentrer dans toutes les nuances qui ont pu exister. On pourra de nouveau y revenir par la suite, mais plutôt j'essaie de dégager les traits communs. Mais bon, il y a quand même des nuances et des contradictions à ces courants. Et ce qu'on a vu, c'est que nombre d'entre eux, et ça peut paraître contre-intuitif, ont développé une critique de l'autoritarisme des mesures anti-Covid, et notamment le confinement. Alors, ça a été et c'est toujours particulièrement spectaculaire aux États-Unis et au Brésil, où Trump et Bolsonaro au pouvoir ont mis en avant la liberté et la responsabilité individuelle en articulant un discours négationniste quant au danger du virus et une opposition frontale aux autorités locales qui adoptaient des mesures de confinement. Donc on a le cas de Trump et Bolsonaro, même si l'un comme l'autre, on l'a vu, ont commencé à reculer, et maintenant ils portent même parfois des masques, comme quoi. Et dans plusieurs pays européens, on a également vu des courants d'extrême droite organiser des protestations contre les mesures anti-Covid au nom de la liberté et de la démocratie. Et comme ça, on a pu voir en Italie Matteo Salvini de la Lega qui a tenté un coup d'éclat en occupant avec une dizaine d'autres élus l'hémicycle du Sénat pour dénoncer le blocage de l'économie, les retards dans le versement des aides, les limitations de la liberté de circuler et la mise entre parenthèses des pouvoirs parlementaires par le gouvernement Conte pendant la durée de la crise sanitaire. En Allemagne, des figures de l'extrême droite et certains groupuscules ont contribué au développement des rassemblements et des manifestations anti-masques et anti-confinement. Dans l'État espagnol, Vox, donc les héritiers une partie des héritiers du franquisme, puisqu'il y a une partie populaire aussi, donc dans l'État espagnol, Vox a organisé des rassemblements anti-gouvernementaux au nom de la liberté de l'Espagne. Et donc on a vu dans plusieurs pays ce type de rassemblement, de manifestation, de discours finalement on a presque envie de dire anti-autoritaire, mais on voit bien qu'il y a un problème, puisque l'extrême droite anti-autoritaire, c'est contradictoire dans les termes, mais il s'agissait là encore d'un positionnement contre les gouvernements, c'est-à-dire qu'en se positionnant absolument contre les gouvernements, des courants d'extrême droite finalement révèlent en partie leurs contradictions, puisqu'ils en arrivent à dénoncer des choses que eux-mêmes feraient en partie s'ils étaient au pouvoir. Donc il y a cet élément-là, mais il ne faut pas oublier surtout, parce que l'extrême droite demeure l'extrême droite, souvent ces protestations au nom de la liberté ont servi de prétexte à la dénonciation d'un prétendu deux poids deux mesures, où en gros le discours consistait à dire d'un côté restriction des libertés des citoyens et de l'autre laxisme vis-à-vis de l'immigration. Donc il s'agissait de dire c'est scandaleux, nous on a vu ça en France sur des plateaux de télévision, des intervenants d'extrême droite expliquer c'est scandaleux, on interdit à une dame de 60 ans d'aller voir son mari à l'hôpital à cause du confinement, et pendant ce temps-là, des milliers de sans-papiers continuent de rentrer en France, etc., etc. Donc il y avait quand même derrière ce positionnement toujours les mêmes racines du côté de l'extrême droite. Pour
pour conclure, puisque le temps tourne, donc pour conclure cet exposé, bon, je vais pas le résumer, puisque si je pouvais faire ça en 3 minutes, ça serait plutôt inquiétant, mais plutôt terminer en posant la question de ce qu'on pourrait appeler la dynamique de fascisation de nos sociétés et de la menace fasciste telle qu'elle existe réellement aujourd'hui. J'ai pas employé le terme fasciste jusqu'à présent à dessein. On pourra y revenir dans la discussion. Mais tout ce qu'on a vu là, que ce soit du point de vue du cours autoritaire, de son renforcement avec la crise du Covid, et de la façon dont l'extrême droite arrive à se saisir de cette double problématique de l'autoritarisme et de la répétition des crises, on voit que malheureusement, les évolutions politiques et sociales et la succession de crises du système capitaliste, crises de divers ordres, social, économique, politique, environnemental, sanitaire, tout ça s'inscrit dans une dynamique globale d'instabilité toujours plus forte du système. On est confronté à un système qui est instable et qui n'arrive pas à retrouver une stabilité et un enchaînement de crises de plus en plus proches les unes des autres, avec tous les risques que ça présente. Donc une instabilité qui s'installe, et une instabilité d'autant plus forte qu'aux 4 coins du monde, les classes populaires refusent de se soumettre et le font savoir. Puisqu'on a quand même constaté ces dernières années une succession d'explosions sociales, de soulèvements populaires, tels qu'on n'en avait pas vu depuis bien longtemps. Il faut se souvenir que quelques semaines avant la phase Covid, confinement dans la plupart des pays occidentaux, ce qui se discutait dans les milieux de la gauche radicale, c'était de savoir est-ce qu'on est en train d'assister à un soulèvement mondial contre le néolibéralisme autoritaire, avec les soulèvements en Algérie, au Chili, à Hong Kong, et j'en passe. Donc on est dans cette phase-là, et ça n'a pas été interrompu définitivement par le coronavirus et par le confinement. Et donc on a une instabilité qui se poursuit, et une instabilité qui est à l'articulation entre l'incapacité de la bourgeoisie à reprendre le contrôle et à stabiliser les choses, et le refus des populations de se soumettre, et ces deux éléments évidemment se nourrissent. Et finalement, c'est pour ça que j'ai attendu pour prononcer le mot, c'est dans ce cadre que la question du fascisme est posée. Plus qu'une somme d'organisations politiques d'extrême droite ou un programme, le fascisme, on pourrait dire que c'est, et je vais citer notre bon camarade Hugo Paletta, le fascisme est le mouvement réel qui perpétue l'état actuel des choses lorsque s'épuise la dynamique économique du capitalisme, que s'approfondissent les antagonismes sociaux, et surtout que la crise politique atteint un tel niveau d'intensité qu'elle devient insurmontable dans le cadre des formes établies de la domination politique. Fin de citation. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que le fascisme, comme étant ce mouvement, pas des organisations, mais un mouvement profond, que le fascisme est à l'ordre du jour quand il n'est plus possible pour la classe dominante de maintenir sa suprématie par les moyens ordinaires associés à la démocratie libérale. Or, c'est bien à ce type de situation qu'on est confronté aujourd'hui, et les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer. Et en réalité, les organisations et courants d'extrême droite qu'on a évoqués durant cet exposé apparaissent de plus en plus comme un recours possible pour les classes dominantes, avec la menace de constitution de pouvoirs authentiquement fascistes, dont la tâche serait de briser toute résistance face à la domination du capital. On a des courants d'extrême droite qui occupent des positions de pouvoir. On a des courants d'extrême droite qui sont aux portes du pouvoir. Mais ça ne signifie pas que on est face à des
régime fasciste au sens de mouvement historique dont l'objectif est de briser toute forme de résistance. Et donc, le moment dans lequel on peut dire qu'il y a, pour reprendre le titre du livre d'Hugo, la possibilité du fascisme. Alors, il ne s'agit pas d'agiter une menace fantasmée, etc. Mais il faut avoir conscience que dans un monde capitaliste qui est miné par les crises, l'alternative qu'on pourrait dire classique, telle qu'elle a été formulée par Rosa Luxembourg au début du XXe siècle, est d'une actualité brûlante. Cette alternative, c'est socialisme ou barbarie. Il n'y a pas de fatalité au pire, mais on doit prendre la menace au sérieux et comprendre que on n'a pas d'autre choix que de construire les résistances, faire vivre les combats pour l'émancipation sociale, ainsi que les perspectives d'un autre monde. Et on pourra le faire en se souvenant, par exemple, de cet inspirant conseil de notre camarade Daniel Ben Saïd, qui me permettra de terminer cet exposé. Daniel qui disait, même si tu n'es pas sûr d'y parvenir, agis en sorte que le nécessaire devienne possible. Et je vais m'arrêter là et boire un peu d'eau dans ce superbe mug. À la vôtre.